Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons discuter ensemble de l'épisode 9 de Kimetsu no Yaiba et comme d'habitude nous passerons à la fin de la vidéo en mode théorie. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît, merci d'avance pour ceux qui le feront. On a eu un épisode presque entièrement centré sur le pilier de la brume et son combat face à la 5ème lune supérieure, un combat que j'ai personnellement trouvé bien animé et de toute façon de ce côté là les studios en charge de Demon Slayer sont très forts. J'ai aussi trouvé la transformation de Gyoko intéressante mais pas assez utilisée on va dire. Je dis ça parce que comme vous l'avez vu, Gyoko n'est plus qu'un souvenir à la fin de cet épisode et j'ai trouvé ça assez dommage qu'il soit mort aussi prématurément, surtout qu'il venait tout juste de nous dévoiler sa transformation ou du moins sa vraie forme. Bref, on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, vers la fin de l'épisode, on nous fait retourner du côté de Tanjiro, Nezuko et Genya qui font toujours face à la 4ème lune supérieure et qui finissent par se retrouver en mauvaise posture, ce qui va être la bonne raison pour faire intervenir le pilier de l'amour qui va nous offrir de rapides mais très belles scènes de combat. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai préféré la fin de l'épisode, donc à partir du moment où l'on revoit Tanjiro et les autres, que le début qui était centré sur le combat opposant Mushiro à Gyoko. Bref, il est temps d'entrer dans les détails de cet épisode et qui débute sur un Kanamori qui observe la confrontation entre Mushiro et Gyoko auprès d'Aganezuka. Gyoko qui se sent sous-estimé par le pilier de la brume suite à ses dires sur le fait qu'il allait lui trancher la nuque. Selon Tokito, ces dires ne sont que des faits qui ne se sont pas encore réalisés, mais à aucun moment il le sous-estime. Surtout que là il se sent en pleine forme et donc capable d'accomplir ses dires. Cette réponse énerve encore plus Gyoko qui va décider de réapparaître dans son dos tout en encaissant les légères insultes de Tokito Mushiro. Après quelques clashs entre les deux personnages, Gyoko assure à son ennemi, étant donné la taille de ses bras et jambes, que jamais il parviendra à le toucher. Une affirmation qui est totalement fausse vu que Mushiro l'a déjà blessé à plusieurs reprises. D'ailleurs, je sais pas si c'est intentionnel, mais depuis le début de l'épisode, Tokito Mushiro provoque Gyoko, un comportement que le démon avait remarqué, lui disant qu'il faudra être un peu plus créatif pour que ses provocations fonctionnent sur lui. Pourtant, lorsque Mushiro va évoquer le fait que le pot d'où il sort est tordu et que les côtés ne sont pas symétriques, ce qui fait de lui un piètre artiste, il finit par péter un câble et attaque le pilier de la brume avec son pouvoir sanguinaire. Une attaque comptant 10 000 poissons prêts à le dévorer jusqu'aux os. Face à cela, Tokito est forcé de riposter avec le 6ème mouvement du souffle de la brume, ce qui va lui permettre de découper tous les poissons tueurs. Suite à cela, Gyoko comprend de plus en plus qu'il a affaire à un crack. Mais bon, même en ayant réussi à contrer son attaque, Gyoko n'est pas plus inquiet que ça, car avant que les poissons soient éliminés, ils ont quand même réussi à rejeter un liquide empoisonné qui se propage aussi par voie cutanée, donc le simple fait d'être touché au niveau de la peau suffit à subir l'empoisonnement. Cependant, comme s'il s'en était douté, Mushiro va utiliser le 3ème mouvement de la brume pour balayer loin de lui tous les résidus empoisonnés de ces poissons. Directement après ça, Tokito se jette sur son ennemi et lui, ne s'attendant pas à une riposte aussi rapide, n'a pas le temps d'esquiver mais arrive tout de même à muer, lui permettant d'échapper à une mort certaine et nous teasant au passage la suite de l'épisode. Dorénavant réfugié en haut d'un arbre, Gyoko ne semble plus provenir d'un de ses pots comme on a pu le voir jusqu'ici et a l'air d'avoir changé un peu. Gyoko qui va dire à Mushiro qu'il accepte de lui montrer sa véritable forme que seules 3 personnes ont vu, lui y compris jusqu'ici. Il ajoute que quand il combat sérieusement, personne ne survit, ses écailles sont bien plus solides que le diamant. Après avoir passé autant de temps à modeler sa forme, elle est aujourd'hui parfaite. À la suite d'un moment de flottement, Mushiro lui dit qu'il ne ressent aucune peur et c'est à cet instant précis, avant même que Tokito finisse complètement sa phrase, que Gyoko se jette d'un coup sur son adversaire, enchaînant coup de poing sur coup de poing. Malgré la rapidité des attaques du démon ainsi que leur puissance, il ne parviendra pas à le toucher. Tokito Mushiro qui va suite à cela se réfugier en haut d'un arbre, lui qui ironiquement reprochait il y a quelques instants à Gyoko de toujours se cacher en haut des arbres. Suite à cela, Gyoko nous apprend qu'en plus du fait que ses mains sont hyper puissantes, il nous dit qu'elles sont aussi capables de transformer en poisson tout ce qu'elles touchent. D'ailleurs, on a pu voir que la chemise de Mushiro s'est transformée en poisson aux endroits où elle a été déchirée par le démon. Il nous dit qu'en plus de tout ça, il est ultra rapide, sa souplesse lui permet de se propulser loin et grâce à ses écailles, il se déplace comme il le souhaite. Après toutes ces explications, aucune réaction de la part de Tokito Mushiro, jusqu'à ce que tout à coup il se mette à sourire en disant qu'une attaque, même puissante, sert à rien si elle ne touche pas. À la suite de ça, Mushiro entame une discussion intérieure, disant qu'il a besoin de la rage qui bouillonnait en lui. Du coup, on nous remontre le moment où Mushiro parvient à retourner près de son frère après l'attaque du démon qui a causé la mort de Yuichiro. Il se souvient avoir vu des vers grouillés sur son frère mort qui commençait à se décomposer. Quand ils sont aussi venus sur lui, il nous dit qu'il a vu la mort s'approcher. Après avoir perdu connaissance, il se souvient d'avoir entendu puis vu l'épouse d'Ubuyashiki lui porter secours et sans son intervention, il serait mort
aussi, nous dit-il. Une fois hors de danger, il se souvient avoir repris les entraînements direct après son réveil malgré le fait que ses blessures pouvaient se réouvrir. Il nous dit ensuite que même s'il était inconscient, son corps s'en souvenait, sa fureur ne s'estompera pas jusqu'à sa mort. C'est pour la canaliser qu'il a trimé jusqu'à cracher du sang pour in fine exterminer les démons. Même si ce n'est pas clair, quand il dit que même s'il était inconscient, son corps lui s'en souvient, j'imagine qu'il parle du moment où il avait combattu le démon responsable de la mort de son frère, où on se souvient qu'il était incapable de se souvenir du moment après son cri de rage. Tokito, qui semble en colère suite à cette pensée, se jette sur son ennemi, un ennemi qui va faire de même utilisant au passage son pouvoir sanguinaire, nous laissant assister à un combat entre les deux personnages. Jusqu'à ce qu'à un moment, Gyoko fasse mine de se jeter tête la première sur Mushiro, disparaissant dans son dos, faisant croire à Gyoko que grâce à cela, le pilier était mort. Tokito Mushiro va se retourner annonçant sa prochaine attaque, donc le 7e mouvement du souffle de la brume, voile de brume, qui va le faire à son tour disparaître d'un seul coup, à la grande surprise de Gyoko qui frappe une nouvelle fois dans la brume. Donc une attaque de la part de Mushiro qui sort complètement de l'ordinaire. Quand on regarde ses autres attaques, car là on a plus l'impression que c'est plutôt un piège, donc au lieu d'avoir des attaques faites par des coups de sabre, on est plus sur un emprisonnement dans la brume, faisant voir à Gyoko des sortes de mirages de Tokito, le poussant à attaquer sans réfléchir et à être à l'origine de sa défaite tout doucement. En effet, Gyoko, après avoir frappé plusieurs fois dans le vide, croyant voir Mushiro, va finir par comprendre que son ennemi fait plus qu'un avec la brume, ce qui va finalement le condamner à une mort certaine. Et oui, quelques secondes après avoir compris, Mushiro va lui dire qu'il n'était pas le seul à garder des réserves et va, grâce à ce 7e mouvement, finir par approcher, profitant de la brume, son katana assez près pour le décapiter sans même qu'il le remarque. En une fraction de seconde, la tête de Gyoko n'est plus accrochée à son corps, tout est à l'envers pour lui, ne ressentant plus rien, Gyoko est complètement perdu face à cette situation, mais parvient enfin, au bout de quelques secondes, à voir distinctement son ennemi et veut l'achever jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre qu'il a été décapité. Dorénavant inoffensif, Mushiro s'approche de lui, lui faisant ses adieux. Gyoko, qui ne croit absolument pas ce qui est en train de lui arriver, insulte le pilier et finit par être réduit en morceaux par son adversaire, disparaissant tout doucement suite à sa mort. Après tout ça, on se retrouve de nouveau dans un flashback de Mushiro qui, cette fois-ci, se retrouve face à Ubuyashiki. Ubuyashiki, qui donc connaît parfaitement la situation de Mushiro, va lui demander de ne pas être trop sévère avec lui-même, et il semblait d'ailleurs savoir que lorsque Mushiro aura retrouvé son ancienne volonté, et donc ses souvenirs, il sera encore plus fort. Aujourd'hui, ayant débloqué ses souvenirs, Mushiro se rend compte à quel point son maître avait raison. Face à Gyoko, armé de son ancienne volonté, il a pu dépasser ses précédentes limites et éliminer son ennemi. Dorénavant, Tokito Mushiro sent qu'il n'hésitera plus et qu'il est moins impatient qu'avant, il se sent complètement capable d'éliminer n'importe quel démon. Après ce monologue de la part du pilier de la brume, Kanamori vient voir si tout va bien pour celui qui les a sauvés. A première vue, Mushiro a l'air d'aller très bien, mais plus Kanamori va rester, plus il va remarquer qu'il y a un problème. D'abord, il va voir qu'il est anormalement pâle, puis qu'il respire difficilement tout en tremblant, jusqu'à ce que de l'écume sorte de la bouche du pilier pour au final le voir s'écrouler au sol. Kanamori, face à cette situation et ne sachant pas quoi faire, il décide d'appeler à l'aide jusqu'à ce que Kotetsu intervienne. D'ailleurs, je vous rappelle que Kotetsu est à peine âgé de 10 ans et il parvient, contrairement à Kanamori, à garder son calme et va donc lui demander d'allonger Mushiro sur le côté, donc en PLS, pour éviter qu'il s'étouffe. D'ailleurs, Kanamori va être complètement étonné que Kotetsu ait été capable de revenir jusqu'ici, étant donné ses blessures, à tel point qu'il va le prendre pour un fantôme. Je vous rappelle que même Mushiro dans les épisodes précédents pensait que Kotetsu était condamné, vu qu'il avait reçu de la part d'un des mini-démons poissons un coup au niveau du plexus avec une arme tranchante. D'ailleurs, dans ma review qui traitait de cet épisode, je me souviens vous avoir dit, concernant cette attaque du coup, qu'on n'avait pas vu de sang émaner du point d'impact sur le corps de Kotetsu, ce qui forcément m'a fait me poser des questions sur la raison pour laquelle il n'a pas saigné. Évidemment, à ce moment-là, impossible de savoir pourquoi, et ce n'est qu'aujourd'hui que l'on a une réponse. Kotetsu, en nous expliquant que le sang qui tache ses vêtements provient de son bras, nous dit aussi qu'en ce qui concerne son plexus, la garde que Tanjiro lui a remise lui a sauvé la vie. Un objet que Tanjiro a demandé à faire installer sur son sabre et qui explique pourquoi c'est Kotetsu qui l'a. Mais surtout, un objet qui, en le voyant, va faire remonter des souvenirs à Mushiro. Des souvenirs concernant le pilier de la flamme, Kyojiro Rengoku, qu'il avait accueilli et souhaité la bienvenue parmi les piliers lorsqu'il est devenu un des leurs. Ensuite, il va aussi voir autour de lui sa famille, donc sa mère, son père et son frère Yuichiro, qui vont le féliciter d'avoir réussi. Malheureusement, on n'a aucune précision sur le sujet de ce qu'ils estiment être une réussite. On peut tout de même imaginer qu'il parle soit de son combat contre Gyoko, soit sur le fait qu'il est parvenu à retrouver la mémoire. Yuichiro va quand même nous préciser cela quelques secondes après quand il va dire à Mushiro qu'il s'est bien battu.
Maintenant que le combat face à la 5ème lune supérieure est bel et bien terminé, il est temps de passer du côté de Tanjiro, Genya et Nezuko qui font face à un véritable monstre. Nous nous retrouvons donc directement avec Tanjiro en plein combat contre le fameux dragon de bois à 5 têtes. Selon Tanjiro, il estime que sa portée est d'environ 20 mètres. Malgré ça, avant qu'il ait le temps de lancer une attaque, Tanjiro va s'en prendre une de plein fouet, ce qui va l'envoyer valser pour finir un peu plus loin au sol. En attendant, Nezuko et Genya tentent eux aussi de faire face au dragon de bois, mais en vain pour eux aussi. Tanjiro, qui parvient difficilement à se relever, va remarquer que son tympan est perforé, que sa tête tourne et il a vraiment du mal à se lever, ce qui va rendre son combat d'autant plus difficile. En plus de ça, une des têtes du dragon de bois l'a repéré et se jette sur lui. Heureusement, il parvient à bouger in extremis, mais il ne va pas s'en échapper indemne car il va quand même être touché au niveau du pied. Durant sa fuite, Tanjiro va nous faire remarquer que ce démon réunissant toutes les émotions utilise les attaques de ceux qu'il a absorbés, sauf qu'elles sont bien plus puissantes. À cet instant, la situation devient de plus en plus critique. Nezuko est totalement immobilisé, tout comme Genya. Tanjiro, lui, est blessé de toutes parts. De plus, il ne parvient pas à reprendre son souffle pour se soigner au vu des attaques incessantes de l'ennemi. La seule solution qu'il a trouvée pour échapper à l'ennemi quelques instants pour reprendre son souffle, c'est de s'éloigner à plus de 20 mètres, ce qui était, semble-t-il, la limite du dragon de bois à 5 têtes. Sauf que malgré la distance, Atengu va tout de même lancer une attaque qui va permettre à son dragon de s'allonger, dépassant largement la limite des 20 mètres, et lui permettant d'atteindre Tanjiro en l'agrippant puis en le tirant vers la gueule du dragon principal. Tanjiro finit dévoré par une des 5 têtes au grand désespoir de Nezuko et Genya. On peut ensuite voir que Tanjiro est coincé dans la gorge ou le corps du dragon et qu'il est en train de se faire écraser à l'intérieur. Et lorsqu'on croyait que Tanjiro allait y rester, le pilier de l'amour Mitsuri Kanroji intervient avec son fameux sabre et découpe de toutes parts et en quelques secondes le dragon qui s'apprêtait à tuer Tanjiro. Elle parvient à le saisir et le dépose dans une zone hors de danger. Avant d'aller affronter le démon et secourir Genya et Nezuko, elle va quand même prendre le temps de féliciter son ami Tanjiro pour son combat. Mitsuri Kanroji, qui fait dorénavant face à la 4ème lune supérieure, semble ultra confiante malgré l'avertissement de Tanjiro concernant le statut particulier de ce démon. Elle se jette à toute vitesse munie de son sabre pour aller confronter la menace. En une attaque, elle met hors d'état de nuire 3 des têtes du dragon de bois et se dirige vers Nezuko et Genya pour les libérer. Et c'est sur cette dernière scène que l'épisode s'achève. Il est donc maintenant temps de passer en mode théorie et commençons par une réflexion que j'ai eue concernant le combat qui opposait Gyoko et Mushiro. En soi c'est rien, mais je tiens à dire qu'en réalité, je trouve que Mushiro n'a pas assuré son combat face à Gyoko. Comme vous avez pu le voir, il s'est rapidement fait emprisonner dans la bulle d'eau, une bulle d'eau qui a manqué de peu de le tuer. C'est d'ailleurs grâce à l'intervention de Kotetsu qu'il a pu s'en sortir. Dites-vous que si Kotetsu n'avait pas pensé à souffler de l'air dans la prison d'eau, d'ailleurs un geste que personnellement je n'aurais jamais pensé à faire, et ben Mushiro serait mort, ce qui aurait laissé l'opportunité à Gyoko d'éliminer Kanamori, Kotetsu et Haganezuka. Suite à cela, il aurait peut-être découvert ce qui rend aussi spécial le sabre que Kotetsu et Tanjiro ont trouvé, et il l'aurait soit détruit ou embarqué pour le montrer à Muzan. Donc vous l'avez compris, le scénario aurait été complètement différent si Kotetsu n'avait pas soufflé de l'air dans la bulle d'eau. On peut aussi se dire qu'après avoir éliminé les forgerons, Gyoko serait parti rejoindre Atengu, et à eux deux, il serait parvenu à éliminer Tanjiro et les autres, et à mon avis, même l'intervention de Mitsuri n'aurait pas suffi. Mais bref, ça ne s'est pas passé comme ça, et tant mieux. Mais je voulais quand même souligner donc le fait qu'à cause de la maladresse, on va dire, de Mushiro, tout cela aurait pu arriver. De plus, le fait de parler de la prison d'eau m'a fait penser à quelque chose qui est en soi assez ironique. Cela concerne Gyoko qui, comme vous le savez, a failli tuer Mushiro grâce à sa prison d'eau, s'est fait donc lui-même tuer par une prison de brume par Mushiro. Sauf que malheureusement pour lui, Gyoko ne pouvait compter sur personne étant donné que contrairement à Mushiro, lui n'a sauvé personne qui aurait pu lui venir en aide à cet instant. Bon, c'est rien, mais j'avais quand même envie de vous faire part de ça. Bref, j'avais aussi envie de vous parler de cette mystérieuse attaque du nouveau démon Atengu. Vous l'avez sans doute tous en tête, c'est Tanjiro qui nous fait remarquer que ce démon possède et utilise toutes les attaques de Sekido, Karaku, Urogi et Aizetsu, sauf qu'elles sont bien plus puissantes, mais bon, ça on l'avait déjà tous remarqué. On a aussi vu que le dragon en bois utilise que des attaques des émotions démoniaques, et seulement lorsqu'il en recevait l'ordre, et plus précisément lorsque Atengu tape sur les tambours. Cela veut donc dire que ce dragon n'est pas autonome, il n'agit pas par sa propre volonté, ses actions dépendent seulement de l'ordre qui va lui être donné. En somme, étant donné que ce dragon de bois n'est pas libre de ses mouvements, le combattre pour chercher à le mettre hors d'état de nuire est inutile. Donc à mon avis, la priorité pour Mitsuri sera de s'approcher assez près du démon Atengu pour l'affronter lui plutôt que de faire face à ce dragon aux multiples têtes.
comme le faisaient jusque-là Tanjiro, Genya et Nezuko. Pour finir, je voudrais aborder un sujet qui m'a fait réfléchir concernant le niveau de puissance de Gyoko. Je sais pas pour vous, mais en tout cas en ce qui me concerne, et pour être très gentil, le combat qui opposait la lune supérieure Gyoko et le pilier Tokito Mushiro était pour moi un des combats les moins intéressants et sur tous les plans. Et surtout en ce qui concerne l'intensité du combat et la puissance déployée des deux adversaires. Personnellement, j'ai trouvé Gyoko assez faible pour une 5ème lune supérieure, et à titre d'exemple, je trouve que Gyutaro, donc la 6ème lune supérieure, paraissait bien plus forte. D'ailleurs, je tiens à ajouter que le combat qui opposait Tengen, donc le pilier du son, face à Gyutaro, respirait beaucoup plus la puissance que ce qu'on a pu voir dans l'épisode 9. En fait, j'ai beaucoup de mal à voir en quoi Gyoko est plus fort que Gyutaro. Après, c'est vrai que Mushiro a fait apparaître sa marque, ce qui l'a rendu bien plus fort, et ce qui peut expliquer pourquoi Gyoko paraissait faible face à lui. Mais franchement, et vous me direz ce que vous en pensez, pour moi, lorsqu'on compare le combat de Tanjiro après le déploiement de sa marque face à Sekido, Urogi, Karaku et Aizetsu, et le combat de Mushiro après le déploiement de sa marque, il y a clairement pas photo. Le niveau de puissance est bien mieux représenté du côté de Tanjiro. Mais bon, pour en revenir à ce que je disais, pour moi, Gyutaro me paraissait, lorsqu'il a affronté Uzui, plus fort que Gyoko, mais encore une fois, Gyutaro n'a pas affronté un possesseur de marque, ce qui fait qu'on ne peut pas réellement savoir. Peut-être que si Mushiro avait combattu Gyutaro à la place de Tengen et aurait déployé sa marque à ce moment-là, on aurait là aussi peut-être senti, comme avec Gyoko, un manque de puissance par rapport à son statut de lune supérieure. Donc voilà, c'est encore une fois assez difficile à savoir, et vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire au sujet du niveau de puissance de la 5ème lune supérieure. Bon voilà, on a fait le tour de cet épisode 9, je vous laisse donc liker cette vidéo si elle vous a plu, et vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. On va donc se dire à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 10, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!